Alors je vais pas vous le cacher, ça me fait très plaisir d'accueillir Ken Kojandi dans Qui sont ces gens, pour plusieurs raisons. Déjà j'aime beaucoup le gars, là il part en tournée avec un nouveau spectacle qui s'appelle Pulsion, et qui est un excellent spectacle. Je dis pas ça parce que le gars est cool et qu'il passe à la nuit originale pour faire des voix off, mais vraiment il est très très chouette, et si vous avez l'occasion, allez-y. En tout cas moi j'avais plein de questions à lui poser. Alors Ken Kojandi est aussi un grand fan de jeux vidéo, donc si vous regardez ce podcast sur YouTube, je me suis permis de pas mettre de vidéos, à la place j'ai mis moi en train de perdre à des jeux vidéo. J'ai trouvé quelques jeux que vous connaissez peut-être pas. Il y en a un qui s'appelle Mario Adventures, qui est une version de Super Mario Bros 3 qui a été modifiée et qui est vachement dur, enfin je suis nul, on va dire les choses. Il y a Sonic Megamix, en fait c'est Sonic 1 avec plus de pouvoir, genre Sonic, dans Sonic Megamix, Sonic 1 il peut foncer sur les ennemis, il les attaque directement, et c'est cool, mais je suis nul. Et puis le troisième jeu que je voudrais vous faire découvrir, c'est Streets of Rage 2, Street of Rage 2, voilà, l'accent, toujours, évidemment l'accent. Sauf qu'en fait, il y a un petit malin qui a décidé de remplacer deux personnages par Batman et Superman, voilà. Donc on va jouer à Street of Rage avec Batman dedans, ce qui est plutôt badass. En tout cas, j'espère que ce podcast vous plaira, ça me fait très plaisir de pouvoir vous présenter Ken Kojandi dans le je sais plus à combien on est, j'ai perdu le compte, mais en tout cas, c'est toujours un grand moment. Celles qui sont ces gens, avec Ken Kojandi. Bisous. Waouh, c'est chelou, regarde là, je suis juste à ta gauche, et là je suis un peu à ta droite, c'est n'importe quoi. J'aime beaucoup StarCraft. Ok. Je suis un gros fan de StarCraft depuis que j'ai 15 ans, j'ai même fait les championnats de France, non. les premiers championnats de France de jeux vidéo il y a en 99, ouais, 2000, ouais. C'était tout premier championnat Tout premier championnat de jeux vidéo. J'imagine que t'avais pas forcément le même regard et le même délire autour de l'e-sport à l'époque, quoi. Il y avait plus une odeur de kebab dans la LAN qu'on était, une odeur de kebab et de mecs qui dormaient sous les tables. C'était beaucoup moins organisé qu'avant. Et puis le cash prize, c'était une souris et 500 francs à l'époque. 75 €. Ouais, 75 €. Oh la vache. Donc ouais, ça a bien changé le e-sport. Maintenant, les t-shirts, les gars, ils ont des t-shirts avec des équipes et tout. Et j'en suis très heureux parce que je trouve que c'est cette nouvelle façon de voir le sport. Je la trouve magnifique. Je la trouve fédératrice et mondiale et kiffante. C'est du sport, quoi. Comment est-ce que t'es rentré toi dans l'e-sport? Comment est-ce que tu t'es dit voilà, j'ai joué à StarCraft machin, et comment il n'y avait pas internet à l'époque quasiment. Donc comment t'as rentré dans une team, comment t'as fait des LAN et pour arriver au championnat de France? Alors je suis rentré grâce à l'ennui parce que j'avais besoin de faire des trucs dans ma vie et j'étais avec mon pote Gauthier et Vince et puis on jouait à StarCraft et puis un jour il y avait l'avènement des cybercafés à Reims et c'était une tuerie, quoi. Ça s'appelait Click et Croc et on passait nos après-midi là-bas, on saignait tout notre argent de poche là-bas. On pouvait jouer sur internet et tout, et puis à force de jouer, on a commencé à avoir un bon level. Quand je dis bon level, c'était encore tout professionnel, parce qu'après on a ouvert les frontières, on a commencé à jouer contre les Parisiens, et là on était devenus nuls. Et après on a joué contre les Coréens, et après c'était on était à chier. À quel moment t'as arrêté? J'ai jamais arrêté. L'e-sport, non, je peux jamais été vraiment. J'ai été toujours j'étais pas un très grand joueur ni un très bon joueur, mais j'étais un très joueur. C'est-à-dire que je jouais beaucoup. Et j'ai jamais arrêté de jouer aux jeux vidéo, ça fait partie de ma vie, c'est ma sous-culture pour les adultes, c'est ma culture pour moi. Et en ce moment tu joues à quoi? Là je suis reparti sur CSGO, Counter-Strike Go, et je sais pas pourquoi, Global Offensive, et je sais pas, c'est un jeu qui me fait kiffer, quoi. Non, je joue sur ordi, ça se joue avec une souris et un clavier et tout, et c'est une sorte de groupe d'intervention rapide. À l'époque il y avait Rainbow Six, je sais pas si tu te rappelles, voilà, c'est le même délire mais en plus animé. T'achètes des armes en début de partie, les gens connaissent, mais la plupart des gens connaissent, mais sinon c'est vraiment un truc, je sais pas. Et ton meilleur souvenir de jeu vidéo d'enfance, c'est quoi? Il y a un truc que j'aime avec les jeux vidéo, et des fois je me refais des sessions de 3 ou 4. En fait, il y a un truc que j'aime, ça te dérange pas, on va en parler parce que je trouve ça intéressant. J'ai beaucoup joué à Sonic, Mario 3 et tout, c'est des jeux qui me plaisent énormément. Altered Beast, Golden Axe, où j'ai joué avec mes potes du quartier. Voilà, Team Mega Drive, Team Genesis. Et tu sais, c'est le moment où tu t'entends avec tes potes et tout, et c'est cool. Et c'est le moment aussi où c'était la première fois que c'était le premier Noël où j'avais une console et tout. Et c'est quelle année ça? C'est 94, 93? Ouais, je sais plus. C'était l'époque où on comptait pas les années. Ouais. C'était l'époque où on disait là c'est la rentrée, cool, super, c'est les vacances, cool. Non, on comptait les années en mois de Game of Thrones, ouais. C'est-à-dire les vacances arrivent. Ouais, c'est ça exactement. Tellement longtemps. Bientôt. Et en fait, il y a un truc que j'ai vu, c'est il y a une tendance à dire que notre génération est régressive en disant ouais, vous faites des trucs de geek et tout ça. Déjà, tant mieux qu'on fasse des trucs de geek parce que j'ai l'impression que les majorettes de mon oncle, tu vois, la collection de majorettes de mon oncle, c'est un peu son truc de geek à lui, tu vois. Et puis
Et puis on n'est pas une génération qui avons une radio qui s'appelle Nostalgie. Pas encore en tout cas. Ouais. Et on l'aura. Et je pense que jouer aux jeux vidéo, même des fois je me fais des sessions de Sonic ou de Mario 3 en rétro gaming pur. Et j'adore vraiment ça. Et bizarrement, ça me renvoie à une époque où j'avais pas de loyer, où des membres de ma famille étaient encore là, où je ferme les yeux et je me dis ah c'est cool. Limite, ça sent le petit déj avec le Benko. Et c'est une sorte de... Je me fais Madeleine de Proust à la gueule comme ça, tout seul. Et je peux te dire que ça me fait vachement de bien. Et je pense que c'est pas une régression, c'est plutôt une acceptation du passé qu'on a et de qui on est. Si tu reviens sur ton expérience. Ouais, et puis je réitère cette expérience aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, ce qui est cool, c'est qu'on... Je sais que t'es un peu t'es un rétro gamer. on est des anciens... on est enfin des nouveaux enfants avec des pouvoirs d'achat. Donc on se permet de s'acheter ce qu'on pouvait pas s'acheter aussi mais oui, à l'époque. carrément. Et du coup, c'est un luxe parce que ça enlève la frustration. Et revenir sur des frustrations... Je suis pas Françoise Dolto, mais je pense que c'est un bon délire pour avancer ensuite. Ouais, c'est ça, ce que j'allais dire, c'est que moi j'ai découvert les jeux vidéo au début dans les bouquins. C'est-à-dire que les jeux vidéo au début je les lisais. J'achetais des magazines de Solus, j'achetais des bouquins avec des images dedans. J'avais pas le droit de jouer, j'avais pas de console, on n'avait pas de thunes et tout. C'était un peu à l'arrache. Bah ouais. Et aujourd'hui avec les émulateurs, avec des consoles qui reviennent aussi, qui réadaptent des jeux comme ça, on a la capacité de pouvoir se refaire ça. Et vraiment, c'est des high five permanents à une enfance. Tu fais, tu vois mec. C'est un high five temporel. Tu vois, le Final Fantasy VII que ton copain te faisait, tu pouvais pas y jouer mais tu le regardais. T'avais pas de carte mémoire, tu pouvais pas passer le premier. Exactement. Et c'est ça qui est vraiment cool. Donc ouais, ok, rétro gaming, Team Mega Drive plutôt. Team Mega Drive, Nintendo, c'était mon pote Jocelyn qui l'avait, donc on allait squatter chez Jocelyn jour de pluie quand on jouait pas au foot. Ah, c'est stylé. Bon alors comment tu passes d'un passé de pardon, oui, non, il y a une chanson d'Orelsan et de Gringe que je kiffe en ce moment qui s'appelle Dans la place pour être, et ils en parlent de ça. C'est un peu tous les trucs qui les ont constitués pour qu'ils soient eux aujourd'hui. C'est dans l'album des Casseurs Flotteurs, et c'est un truc qui résume bien comment on s'est construit soi. Pardon, excuse-moi. Okay, non, Vraiment, je vous recommande Dans la place pour être. Mais en plus, c'est vrai qu'en ce moment, il y a une vibe nostalgique qui est pas la même que celle que j'ai l'impression nos parents ont traversée. C'est-à-dire que nous, j'ai l'impression que nos parents, tu parlais de la radio nostalgie par exemple, pour moi les années 80 ont toujours été vieilles, ont toujours été, enfin les années 70-80, ça a toujours été un truc du passé pour moi. Oui, pour nous. Pour eux, c'était présent. Mais en vrai, tu vois, j'ai l'impression que pour les plus jeunes d'aujourd'hui, ceux qui sont gamins aujourd'hui, les années 90 font partie du paysage quand même. Le rétro gaming fait partie du paysage. Tu crois? Sonic est une ref actuelle. Parce que Internet en fait est une archive permanente. Je pense que c'est l'avènement des archives. Mais quand je voyais mon père écouter du Boney M ou ma mère écouter des chansons qu'elle écoutait quand elle était gamine, tu la vois, c'est une enfant. Et au-delà de ça, je pense que c'est des moments qui te marquent dans ta vie parce que et je pense que là il y a un tube pourri qui peut sortir et il y a des gamins de 13-14 ans qui vont l'écouter, qui vont vivre un moment de première fois de lâcher prise hors parents, hors tu vois, en boom, en truc, je sais pas, en soirée ou ce que tu veux, et cette musique là va rentrer dans leur référence, elle va rentrer dans leur mélancolie forcément. Et alors je pense que Internet permet d'archiver. Alors c'est marrant que t'en parles parce que justement cette association de vivre des choses avec des œuvres, moi c'est quelque chose c'est quelque chose que j'ai vécu notamment avec Bref. Quand en 2012 j'étais à Radio Phoenix à Caen et que donc j'habitais tout seul. Radio Phoenix, mais vraiment sûr, mec, mais oui. Comme la radio dont Aurel parle dans Comment c'est loin. Mais absolument. Radio Phoenix. Et alors, ils ont tourné là-bas quoi. Pour moi c'était une vraie fierté de les voir aussi. Je savais pas que c'était une fausse radio. Et non carrément pas. Donc c'est vraiment radio de Caen, ça fait vraiment stylé. Et c'est une radio qui s'installe de ouf sur Caen. Ah bah ça claque. Donc voilà, gros bisous à Guillaume et Adrien. Et vraiment, donc je bossais là-bas, c'est une radio qui était toute jeune en fait, et je sortais d'une rupture, et en général je partais en soirée, et quand je revenais, je matais l'épisode de Bref. Et je pense que tous les étudiants entre 2011 et 2012 ont consommé Bref, comme ça quoi. Très touché. Et du coup, en fait, en y repensant maintenant, quand on revoit des références passées, parce que maintenant c'est passé quoi, c'est quelque chose qui date d'hier maintenant. Et quand on revoit ça, en fait, on est replongé dans cette année-là, nous en tant que spectateurs de ce truc-là, et ça nous remet dans cette période-là. Pourtant, Bref, c'est vraiment quelque chose qui est encore aujourd'hui, c'est une vraie référence quoi. Il s'est sorti pour les 30 ans de Canal et tout. Et justement, de ton côté, comment est-ce que tu le vis? Est-ce que pour toi c'est quelque chose d'hier? Est-ce que c'est quelque chose qui te construit aujourd'hui encore? Est-ce que tu es nostalgique de ce truc-là? Est-ce que ça t'habite encore? Je suis pas nostalgique parce que j'ai la chance de le vivre tous les jours dans le regard des gens quand ils me croisent et qu'ils me rencontrent. T'es encore le mec de Bref? Je suis en partie le mec de Bref. Vous êtes le mec de Bref, vous êtes Kian, vous êtes Kian vous êtes Kian. Voilà, je suis plus cette personne et
Non, j'ai l'impression que c'est les gens, j'ai l'impression que ça les marque encore aujourd'hui. Et il y a encore des gens qui découvrent, hein, faut pas croire. Il y a des gens qui montrent à d'autres personnes et tout. Mais toi, du coup, moi, ce que je ressens, moi, je suis super heureux de cette aventure parce que c'est une aventure qui a changé vraiment ma vie. C'est une aventure qui m'a vachement aussi rapproché de mon cercle, de mon entourage, tu vois, très fort, genre Bruno et Harry, avec qui on a Navo, mon co-auteur, et Harry, le producteur. On a fait quelque chose qu'on aimait faire, mais je me suis jamais, j'ai jamais théorisé ce moment de ma vie. J'ai toujours pris beaucoup de plaisir à le vivre. Et vu que c'est un moment que j'ai pas cherché en termes de succès ou quoi que ce soit, j'ai juste écrit un truc qu'on voulait faire. Vraiment, on voulait voir cette série, on voulait la voir. La résonance qu'elle a eu derrière, j'étais juste heureux de la voir, de la constater. Mais j'étais pas en train de me dire, waouh, j'ai cette tendance à oublier très vite tout ce que je fais. Et d'ailleurs, ça me porte vachement préjudice pour mon spectacle. C'est-à-dire que je fais ah merde, j'ai mon spectacle, merde, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais Ken, on a déjà fait 90. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ah oui, non, c'est cool. Ouais, c'est cool. Ah oui, je suis connu. Ah oui, c'est vrai que je suis connu, c'est vrai. Ça va. Non, mais tu vois, il y a des moments où j'oublie et c'est pas un truc que je cherche fondamentalement, donc c'est un truc que je suis heureux de reconstater comme un gamin, quoi. Vraiment, que tu te laisses surprendre. J'ai un cerveau d'enfant, voilà. Je fais, c'est vrai, ce matin, oui. Ou de camé. Hein? Ou de gros camé. Ou de gros camé, ou de peut-être que, je sais pas, je sais pas si c'est la norme ou pas, je sais pas s'il y a une norme, mais en tout cas, moi, j'ai le cerveau de me réveiller le matin et de faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est vrai, hier soir j'ai joué, ouais, c'était cool. Ah, c'était cool, ouais. Et je suis toujours en train d'aller de l'avant parce que j'ai très rarement un regard sur mon passé. Justement, le spectacle, on va y revenir, mais juste avant, je me rappelle d'un article que Navo avait écrit sur son blog perso à l'époque de Bref. Ouais. C'était un article qui était vraiment touchant. Encore une fois, moi j'avais un point de vue de spectateur là-dessus. Et c'était, je sais pas s'il est encore en ligne, mais c'était un article où il expliquait les journées de tournage. Et il disait, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de me lever, c'est dur, je me morfle et tout, et c'est vraiment horrible. Est-ce que toi, il y a un moment... Alors, après, Navo, il se lève pas le matin, c'est ça le truc aussi. Il y a un truc, c'est que s'il l'a écrit le matin, je comprends qu'il ait une mourir. Alors, je sais pas s'il a écrit le matin, non, mais je déconne, c'est que Navo, à chaque fois, c'est genre, Navo, on se voit demain vers 10h? Non? Pourquoi? Bah, on va se voir vers midi, mon pote, parce que moi, si je fais ce métier aujourd'hui, c'est pas pour me lever le matin. C'est pas, j'ai choisi de faire ce mécie pendant 10 ans. Et galérer, c'était pour pas me lever le matin. C'est vrai. C'est peut-être ça en fait, la vraie victoire, c'est dominer le rythme biologique. C'est de pas être. Et toi, justement, est-ce qu'il y a un moment où t'as failli tout laisser tomber, où tu t'es dit c'est chiant, j'en ai marre, c'est trop dur? Tu parles de Bref? De Bref, mais en fait de tout aussi. De ce métier? Quoi. Ah oui, bah ouais, l'argent, plein de fois. Tu sais, quand c'est compliqué, quand tu gagnes pas d'argent, que tes parents te disent qu'est-ce que tu fais de ta vie, que au repas de Noël, on te dit mais quand est-ce qu'on te voit quand est-ce qu'on podcast envoyé chez eux? Quand est-ce qu'on te voit chez Ruquier, ou quand est-ce qu'on te voit à la télé, quand est-ce qu'on te voit pourquoi t'es pas à la télé, tu devrais y aller. Tu vois, tous ces moments-là, tu te dis c'est vrai que ça marche pas. Et tu gagnes pas d'argent, c'est galère. Oui, il y a des moments où tu arrêtes. Je pense que ce que Navo voulait dire dans son texte, c'est plus la pénibilité d'enchaîner à peu près 16 à 19 heures de travail par jour, parce qu'on faisait le montage en même temps le soir, pendant la nuit, même des fois pour motiver les équipes le lendemain, pour dire regardez ce qu'on a fait. Hey Et parce qu'on y croyait aussi. C'était fatigant, mais c'était pas épuisant en fait. Et ce qui est épuisant, c'est de faire un truc que t'aimes pas forcément et de pas avoir de but dans tout ça. Tu peux faire un truc que t'aimes pas, mais si t'as un but de te payer des vacances ou tu vois, t'as un objectif. Ouais. Je pense que ça peut. J'ai déjà nettoyé des chiottes et vu que je payais mon cours de théâtre avec, et ben l'odeur du caca, il avait l'odeur de mon théâtre, accomplissement. Ouais. Donc voilà, c'est un peu étrange comme truc, mais c'est très factuel dans le sens où tu dis bah ouais bon, mais je sais pourquoi je suis là. Et si j'ai eu envie d'arrêter, par exemple, ça m'est déjà arrivé, même pendant Bref, à 4h du matin un dimanche, tu vois. À l'époque, t'as ta meuf qui t'envoie un texto qui dit quand est-ce que tu rentres, tu dis je sais pas, t'es en mixage et tu dois livrer les épisodes pour le lundi 6h du matin et tu te dis t'écoutes le truc, c'est ton 70e épisode et tu te dis ouais il y a un petit truc là mais ça va passer. Ouais. Et en fait quand tu te dis ça va passer, c'est qu'à un moment donné ton corps va t'empêcher d'être exigeant. Et moi c'est plus ça en fait, c'est plus, je me dis bon non il faut rester exigeant, c'est plus à ce moment là, je me dis ok donc c'est peut-être le moment de prendre des vacances, de se recharger et de pouvoir redevenir exigeant ensuite. C'est important aussi de pouvoir garder l'exigence. Donc t'as pris des vacances juste après Bref? Ouais, enfin on a pris des vacances, mon corps a pris des vacances, mon cerveau était toujours en train de fulminer, mais ouais.
C'est quoi la première chose dont tu as eu envie après Bref? À part un kebab. En fait, j'étais pas frustré, donc j'ai toujours réalisé mes envies. J'ai pas eu d'envie. J'étais en pleine réalisation de mes envies, vraiment. Bref, j'étais complètement accompli. J'étais même heureux de me dire putain, c'est cool, et puis d'accepter tout ce que je racontais, de voir que les gens les acceptaient, les accueillaient. Je me dis ça m'a rendu plutôt heureux de me dire waouh, j'ai plus honte de qui je suis. Ah mais justement, au bout d'une saison comme ça où tu nages dans ton truc, t'es en plein bonheur et tout, tu te dis j'ai atteint quelque chose. Non, j'ai rien atteint. Non, mais personnellement, je veux dire à titre, tu vois, quand t'es dans ton kiff, en général, quand on est dans un kiff, on se dit je vais y rester le plus longtemps possible, mettre des meubles, m'aménager, bien, ça va faire une petite maison de kiff et on sera très bien. Et de quoi est-ce que tu peux avoir envie une fois que ça s'arrête? Acheter des chevaliers du Zodiac, mon pote. Version collector, car tu es blindé. Version EX. Non, mais c'est pas ça, c'est juste. Je sais pas. Je prends du temps. J'aime beaucoup. J'aime bien m'ennuyer. Alors, aujourd'hui, du coup, c'est quoi ton meilleur souvenir et ton pire souvenir sur Bref? Sur Bref? Ouais. On va revenir sur le reste après, mais. Ton meilleur. Quand tu penses à Bref aujourd'hui, tu penses à quoi? C'est quoi la première image qui te vient à l'esprit? Attends, j'y réfléchis. C'est un montage en jump cut. Oui. Non, je suis super ému de penser à ça parce que c'est vraiment un combo total entre faire des films, faire des courts-métrages, réaliser des trucs, pouvoir bosser avec Valentin Ferron qui est un excellent monteur, bosser avec mes potes, tourner des vannes, taper des barres, se sentir soutenu par des gens qui te disent oh, continue, ça claque, et voilà, tout ça c'était magnifique. Le pire souvenir, t'es venu voir mon spectacle, et j'ai tendance à trouver que même les mauvais souvenirs, le fait d'apprendre de mes mauvais souvenirs, ça les transforme en meilleurs souvenirs, enfin en tout cas en futurs meilleurs souvenirs pour les prochaines expériences. J'ai eu des moments où j'ai pu découvrir la vraie nature d'un ami, que je pensais un ami, mais en fait qui était un pote. Une connaissance. Ouais, qui était devenu une connaissance. Et je m'en suis voulu. Je me suis dit, j'avais fait confiance à un gars, je pensais que c'était un ami, et je me suis senti un peu trahi. Et puis j'ai appris qu'au final, c'est comment découvrir qu'un mec est vraiment ton ami, c'est qu'au final, c'est un des mecs qui t'a pas trahi. Tu peux pas savoir au final. Ouais. Donc voilà. Voilà le petit aperçu, mais c'est même pas par rapport à Bref, c'est dans l'expérience. Bref, c'est même pas par rapport à la série ou ça, c'est dans l'aventure. Ok. Tu vas dans l'aventure, tu dis ok en fait. Je sais plus qui a dit ça, c'était c'était Churchill qui avait dit ça. C'est une belle phrase de Churchill qui disait tu sais, il avait soutenu un gars pendant très longtemps, pendant des années, un auteur qui lui écrivait ses discours et tout. Je connais plus l'anecdote exacte, mais c'est à peu près la substance, c'est celle-là. Et à un moment donné, il avait financé des trucs, des projets littéraires et tout. Et donc l'Allemagne nazie déclare la guerre, enfin l'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne nazie. Et à un moment donné, tu as Churchill qui dit je vais écrire mon discours, j'ai besoin de toi, tu es très populaire en Angleterre, si tu te rallies à moi, le peuple va me suivre et tout. Et le mec dit non, je peux pas, j'ai des contrats à honorer à New York. Oh putain. Et le mec part donc aux États-Unis, et tu as Churchill qui dit dis donc, on pensait qu'on avait un ami, en fait c'était un client. Ah merde. Et je trouve ça très beau. Ouais. Ah, c'est stylé. Ok, donc là tu es sur scène donc avec ton spectacle, effectivement, que j'ai vu hier au moment où on écrit ce podcast, on l'enregistre en fait, car on n'écrit pas, c'est spontané et c'est la magie de la vie. Et comment est-ce que ce spectacle est né, dans le sens la première idée qui t'a fait dire allez, on y va, j'ai quelque chose, j'ai un truc à raconter, je vais en faire un spectacle. Le moment où tu es parti de j'ai des trucs à dire pour arriver à je vais faire un spectacle, comment ça s'est fait? Écoute, j'ai toujours eu envie de... Je montais sur scène avant ma série. Parce que, comme je dis dans mon spectacle, Bref, dans ma vie, c'est un peu comme Jésus-Christ, il y a vraiment eu un avant et un après. Et avant que je faisais un spectacle. Ouais. Et j'ai toujours fait de la scène. Pour moi, la scène, c'est le meilleur endroit de créativité parce que les producteurs n'ont pas besoin d'argent pour faire de la scène. L'imagination des gens crée le spectacle avec toi. Comment créer ce spectacle? Écoute... on m'a beaucoup dit juste après que j'ai terminé ma série, enchaîne vite parce que les gens vont t'oublier. Et c'est pas ma philosophie. Ma philosophie, c'est de dire attends, est-ce que j'ai des choses à dire? J'ai pris le temps, j'ai beaucoup réfléchi avec Navo, j'ai pris le temps de vivre aussi des nouvelles expériences, c'était important. Et puis à un moment donné, il y a des sujets qui sont arrivés.
J'ai parlé des trucs qui sont arrivés, de la frustration, de choses qui me frustraient. Et je pense que Et j'ai un pote qui s'appelle Yacine Bellous, qui a fait un truc qui s'appelle les soirées première fois. Et comme je suis un ancien très bon mauvais élève et que je faisais tout à la dernière minute et que j'avais besoin d'une deadline pour rendre mes devoirs, et ben les soirées première fois, c'est tu viens faire un texte pour la première fois. T'es censé jamais l'avoir joué avant. Et je me suis inscrit pendant tous les mois, pendant 8 mois là-bas, à la soirée première fois. Les gens viennent, ils assistent à un humoriste ou un musicien qui vient faire une chanson ou un texte pour la première fois. Et j'y suis allé et j'ai fait des sketchs et j'ai commencé à écrire des choses qui sont sorties de moi à cette temporalité de 2013, 2014, 2015, à qui j'étais à ce moment-là, 2015, 2016 même. Et j'ai continué et j'ai continué. Et à ce moment-là, ces textes ont commencé à sortir et je me rends compte que ça correspondait complètement à qui j'étais en ce moment et qui je suis encore en ce moment. Et il y a les pulsions, si je parlais des pulsions, voilà, ça recouvrait bien les pulsions, tout ce dont je parlais, là, de l'intimité encore plus profonde. Alors voilà comment je me suis vraiment mis, parce qu'à la base je suis un mauvais élève, c'est tout. J'avais des deadlines et je me suis dit merde, faut que je rende des trucs, faut que j'y aille. Parce que sinon en fait tu seras encore en train de l'écrire ou Non mais en fait je pense qu'on est des ça fait du bien aussi de se frustrer, parce que moins j'écris, plus j'écris vite ensuite. Là j'ai un projet en tête, ça fait 6 mois que je l'ai en tête et je sens que là je vais me mettre à l'écrire et l'exécution va durer 1 semaine, pas plus. Mais alors attends, ça doit être horrible parce que tu disais tout à l'heure que tu es perfectionniste, c'est-à-dire que tu veux pas que ce soit, quand tu dis il y a un petit truc mais c'est pas grave, ça passe. Clairement. Et en même temps, t'es à la dernière minute, mais en fait tu dois être stressé, ton rythme cardiaque doit être extrêmement vif et rapide. J'ai perdu mes mots là. J'ai eu quelques problèmes d'estomac par moment, digestion en tout cas. Oui, mais alors en fait, je suis exigeant, mais pas pour la première. Déjà la première fois, il y a une ambiance, puis il y a l'adrénaline qui rend le moment magique. Et le public est extrêmement bienveillant. Indulgent, bienveillant. Et Yacine est dans un état d'écoute et de. Ouais, vraiment, c'est vraiment. Et vraiment, je crois en cette philosophie de dire qu'avec la bienveillance, on peut aller beaucoup plus loin qu'avec juste l'exigence. Et après, par contre, tous mes passages, j'ai dû les travailler 100, 200 de fois, dans toutes les conditions, c'est-à-dire en voyageant, en jouant, en faisant ça, en faisant 3-4 plateaux par soir, des fois dans Paris. Par contre, après, un texte, je le travaille 100 de fois avant de l'insérer dans un spectacle, toujours. Parce que... c'est quoi, c'est une question de rythme que tu travailles? Non, parce que c'est comme un pantalon que tu fabriques en fait. Tu dis, je vais me mettre ce pantalon, tu as des idées, tu crois que ton pantalon il va être stylé, puis après tu le mets, tu te rends compte qu'il va pas du tout, donc tu as plein de réajustements à faire. Puis à un moment, le pantalon, faut qu'il se fasse. Je sais pas si la théorie du pantalon vous fonctionne. Moi, je trouve que c'est pas mal. Mais entre la différence entre l'idéalisation que tu en as dans la tête et la pratique, il y a cette magie de tous les gens qui font de l'humour savent qu'un spectacle, même un texte, s'il n'a pas fait été 50 fois, il n'existe pas vraiment. Alors nous, en tant que spectateurs, on voit le produit fini. Ouais. Donc c'est cool, on est sur scène et on se marre et c'est chouette. Et même quand il y a des couacs ou des choses comme ça, nous on les voit pas, on les ressent pas en fait. Ouais, c'est gentil. Il n'y a pas eu de trucs comme ça. Mais tu parlais d'un vrai parcours de combattant pour les textes. Ça passe par où? Dans quel cadre est-ce que tu testes les textes? Très compliqué à dire, mais... Non, mais il y a plein d'endroits à Paris, il y a des cabarets, des cafés-théâtres. Et n'importe qui peut y aller? Je veux dire, nous, la première fois sont ouvertes, on en parle régulièrement. Il y a des scènes ouvertes, ce qu'on appelle des scènes ouvertes, et après il y a les scènes de tes potes où ils invitent 4-5 gars, généralement confirmés, et qui connaissent en tout cas, confirmés pour eux. Et il y avait plein de choses, il y a Verino qui fait l'Inglorious Comedy Club, qui est super au Théâtre du Temple, mon pote Kairon faisait le club, à un moment donné il a fait le Comedy Strip au théâtre de 10h. Il y avait plein de trucs, il y a plein d'endroits en fait. Tu peux jouer à Paris dans plein d'endroits. Il y a le Changeman Comedy Club, le Field, le Café Oscar, le Paname aussi, qui est un haut lieu du stand-up à Paris. Voilà, tu peux là où a commencé Norman notamment. Norman, oui, il a commencé, c'est vrai, il a commencé à rôder là-bas, ouais, c'est vrai. Il a commencé à pareil, Norman, je crois qu'il a fait. Je l'avais rencontré au moment où il rôdait, il faisait 5, 10, 15, 20, 30 minutes, 40 minutes, il les assemblait petit à petit. Et c'est comme ça que les spectacles naissent. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui arrivent à faire 1 heure et dire aux gens réservez vos tickets, puis faire payer et tout. J'ai beaucoup de respect parce que faut un vrai sang-froid pour se lancer comme ça. Tous les artistes passent par là ou il y en a qui répètent chez eux dans leur cave peut-être, je sais pas. Moi, c'est Eddie Izzard qui disait quand la différence entre les comédiens, les comiques et les musiciens, c'est que un musicien, tu vois, il peut répéter chez lui avec ses potes, genre 3, 4, hey, c'est parti. Un comique, il peut pas faire ça chez lui tout seul, faire des blagues, genre hey, écoutez, j'ai celle-là. Il faut la répéter avec les gens. À un moment donné, il faut pratiquer. Tu peux être le meilleur humoriste dans ta tête ou dans tes textes. Tu pourras jamais remplacer l'exercice de la répétition qui fait que le cerveau établit des connexions de simplicité. Là, le podcast, tu vois, je sais pas c'est ton combienième podcast.
Je sais pas du tout. On est dans les 100. Ouais, par là. Ouais. Voilà. Le premier, tu te rappelles quand t'as posé ton zoom, t'as posé ton micro. Oui. Voilà. Et ben ça, la répétition des gestes, comme l'écriture. Aujourd'hui, maintenant, on écrit comme c'est inné, mais on a commencé à répéter ces gestes. Et c'est pareil pour tout. Et ben la comédie, ça ne passe pas outre. Et surtout, on doit donner l'illusion aux gens, la plupart du temps, qu'on maîtrise en permanence, même quand des choses nous échappent. C'est ça. Alors, à titre purement statistique, en fait, quand tu fais des répétitions, des textes, quand tu rôdes tes textes, j'imagine qu'il y a des textes que tu tentes et que tu drops après. Ouais. J'imagine qu'il y a des textes que tu retravailles complètement. Mais globalement, là, sur ton dernier spectacle, c'est 1 heure de spectacle 1h20. 1h20. Sur 1h20, est-ce que tu sais combien de temps de matériaux est-ce que tu as dégagé, à peu près? J'ai jeté plein d'idées. Oui, parce que au final, t'écris 2h30 et t'en gardes 55 minutes. Et à force de jouer, tes 55 minutes deviennent 1h20 parce que tu commences à trouver du jeu dedans et de jouer la comédie, c'est plutôt kiffant aussi, tu vois, des moments de plaisir très forts. Ouais, tu dois écrire beaucoup pour garder... En fait, c'est ça, c'est la vraie recette, c'est t'écris 1 heure, tu jettes 40 minutes. En fait, j'écrivais à chaque fois 20 minutes, je gardais 5. Voilà, pour te dire. Ok. Est-ce que tu as un souvenir particulier de tes premières scènes? Ouais. Et peut-être même de ta toute première fois? Toute première scène ouais. Du monde, j'avais 8 ans. Non. Ouais, j'étais au CM2. Et tu te rappelles de ça? Ouais, bien sûr. Raconte. J'étais en CM2, j'avais eu le premier rôle de la pièce de théâtre musicale. On était dans une école de musique, donc il y avait soit tu faisais de l'orchestre, il y avait l'orchestre, et puis il y avait une pièce musicale, quoi. Il y avait entre les actes, il y avait l'orchestre dans lequel je jouais. Et il y avait la pièce. Donc moi je jouais pas dans l'orchestre pour le coup parce que j'étais dans la pièce. Bah écoute, j'avais un souvenir. En fait, j'ai jamais pris conscience que je montais sur scène. J'étais très heureux de faire exactement ce que je faisais chez moi, c'est-à-dire faire le guignol, amuser les gens, même ce que je faisais dans la cour de récréation. Je sais pas. J'avais eu, même pour te dire, ce jour-là, j'avais un duo en alto, un violon alto, que je faisais devant tous les parents, profs. On dit les parents profs, ils sont 5 à l'école en fait, les profs. C'est pas comme au collège, ils sont 1000. J'avais un spectacle de russe, parce que je faisais de la classe de russe. J'avais 4 trucs, j'avais la chorale et j'avais le spectacle où j'étais premier rôle. D'accord. Et ça me paraissait normal en fait. Ouais. C'est normal. Donc je switchais très vite. Je me suis dit, ok, j'ai fini, bon maintenant je fais le russe, maintenant je fais ça. Et j'ai très vite grandi dans un cerveau qui switchait très vite. Oui, c'est comme quand tu apprends une langue étrangère très tôt en fait. Ton cerveau fait le taf très rapidement, tout ça. J'ai appris l'iranien très tôt et c'est vrai que j'ai pas eu de difficulté à apprendre d'autres langues. Tu vas souvent en Iran ou pas? Parce que j'ai cru comprendre que tu avais de la famille là-bas. Oui, j'y suis allé en 2009 pour la première fois et j'aimerais bien retourner récemment, prochainement, parce que c'est magnifique. Ok. Est-ce que tu pourrais nous conseiller un endroit éventuellement où aller? Ah bah faut aller à Ispahan, faut aller à Téhéran, faut aller à Shiraz, faut aller se balader, faut prendre une voiture. Ça coûte pas grand-chose et se balader et visiter les ruines, les grands endroits, les déserts, faut aller manger un cello kebab dans le nord de Téhéran. Faut aller faire la fête avec les Iraniens, chez les Iraniens. Ils sont ouverts, on peut faire ça facilement. Incroyable. Ah ouais. Mais oui, mais je n'ai jamais compris pourquoi on parle jamais des Iraniens, c'est des grands fêtards. J'aimerais que les gens connaissent à quel point les Iraniens sont des gens accueillants, fêtards, mangeurs, danseurs. Ils sont des gens dans une ambiance totale. Vraiment, les plus gros fêteurs que j'ai jamais rencontrés, c'est les Iraniens. C'est fou ça, parce qu'on a en ce moment on a une somme de préjugés sur le Moyen-Orient et sur les gens qui vivent là-bas. Et c'est vraiment dur d'entendre des discours sur la vie des gens là-bas et la façon dont ils se comportent. Les gens, écoute, on peut toujours parler de la comment je peux dire, on peut toujours parler, on peut toujours lire ce qu'on voit dans les journaux. On oublie un truc, c'est que les gens sont là-bas et que les gens ont un quotidien et que certainement, et j'en suis sûr, on peut améliorer beaucoup de choses. Moi j'ai rencontré les gens là-bas et je peux te dire que au-delà des problèmes dont on entend parler, moi j'aimerais mettre à l'honneur les gens qui sont là-bas, parce que ce sont des gens exceptionnels, des rencontres exceptionnelles qu'on peut faire.
alors je suis pas allé beaucoup, mais moi je les vois, les Iraniens, même en France, tout ça, ce sont des gens extrêmement ouverts, extrêmement intelligents, cultivés, qui aiment le débat, qui aiment discuter, qui aiment s'énerver et se réconcilier ensuite, qui aiment manger, te faire découvrir des choses. Voilà, c'est ça l'Iran pour moi. L'Iran, c'est ça que j'ai découvert. La culture que j'ai de l'Iran, c'est les soirées, les fêtes, les repas, la famille avant tout, la famille qui vient avec nous, qui vit avec nous. Il y avait pas mal de questions qui commencent à arriver. Ouais. Je sais pas si t'as vu de ton côté. J'ai retweeté. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions sur Bref, et notamment il y a une question qui est ultra technique, qui est, alors attends que je la retrouve parce que je l'ai vu passer, mais ça s'aligne. Ah voilà, c'est une question de Quentin Vernago, pardon, je sais pas comment ça se prononce. Pourquoi Kéron est sur cette photo alors qu'il est dans la tête du mec de Bref normalement? Merci. Mais qui regarde la photo? D'accord, ok. Est-ce qu'on peut projeter des choses sur les photos? Ah. Est-ce que t'en es au stade où quand tu projettes un mec dans la réalité, tu peux en projeter un sur une photo? En vrai, vous l'aviez prévu ça ou pas? C'est la question. Alors spoiler alerte totale. Si vous n'avez pas vu la série et que vous voulez la voir bientôt, n'écoutez pas. Avancez de 4 minutes 30. 3 minutes, ouais. En fait, à un moment donné, Kéron, c'était vraiment le gars qui apparaissait quand même partout sur un balcon, et de manière inconsciente, il était déjà construit comme ça. Il apparaît de manière inconsciente, il apparaît sur un balcon, il apparaît n'importe où, il apparaît comme ça, comme t'es dans un travelling, il apparaît de côté et tout. C'était un effet comique, c'est une sorte de mage, en fait, une sorte de mage malin, tu vois, un peu genre. Et à un moment donné, on était en train de construire cette première session d'épisode, et vraiment un matin, je me suis réveillé, j'ai fait, on n'a qu'à dire qu'il n'existait pas. Parce que, et après, à partir de là, on n'a pas arrêté de diriger Kéron en dehors des autres. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il n'établit aucun contact avec les autres. Et d'ailleurs, les gens, pendant les trucs, il y a un moment, il y a Jonathan Cohen qui m'a dit, mais c'est marrant, pourquoi tu fais une prise avec Kéron, une prise sans Kéron? Et je dis, bah je sais pas, t'inquiète. Et en fait, je dis, mais en fait. Personne le savait. Non, même les acteurs le savaient pas. Yes. Et je disais, mais en fait, parce qu'il n'existe pas. Et genre, j'ai vu Jonathan Cohen faire, ah, vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Il y a un Jonathan Cohen qui avait deviné. Non, du coup, il s'est dit, mais c'est chelou, pourquoi? Non, tu verras, c'est marrant. Et du coup, on l'a gardé ça secret. Excellent. Il y a une autre question de Bratislavat qui dit, toujours sur Bref, le dernier épisode est un hommage aux fans. Et est-ce que vous aviez une autre fin envisagée si la série n'avait pas été un phénomène? On avait voulu faire une quinzaine de fins différentes. On avait même voulu faire une fin avec... voilà, c'est complètement inédit, ce que je vous dis, c'est qu'on avait voulu faire une fin où à la fin, il disait voilà, et tu voyais le personnage principal face à un amphithéâtre d'extraterrestres, il expliquait un peu la vie humaine en fait, en tout cas sa vie, voilà, juste sa vie, et genre voilà. Les gens étaient dans l'espace et tout. En fait, on voulait faire plein de fins un peu différentes, ouvertes et tout. C'était un projet qu'on a eu, puis après on a voulu terminer sur 2 épisodes parce qu'on trouvait que ça finissait bien. Oui, c'était la 3e partie. Et puis à la fin, oui, on avait voulu le rendre un peu aux gens parce que tous ces gens nous avaient consacré énormément de plaisir à partager nos épisodes. Donc on leur dire, bah tenez, on vous le rend. Il y a pas mal de questions aussi sur l'écriture d'un film. Est-ce que tu as envie d'écrire un film ou pas? Alors, je pense que là, ils font pas directement allusion au film Bref. Peut-être on t'en parle assez régulièrement. Ouais. Mais est-ce que toi, tu as envie d'écrire un film? Oui, tu as déjà une idée Alors oui, mais après, je sais que j'ai l'occasion de faire du cinéma et j'en remercie beaucoup tous les producteurs qui s'intéressent à moi. Non, mais voilà, c'est une vraie occasion de faire du cinéma et comme je leur dis à chaque fois, l'occasion fait pas une bonne histoire. C'est une bonne histoire qui fait une bonne histoire. Et de plus en plus, j'y réfléchis, ça met du temps. Et que ce soit par rapport à Bref ou pas, j'ai jamais eu... C'est la première fois que j'ai 34 ans. C'est la première fois que ma série j'ai terminé une série. C'est la première fois que je viens de terminer mon spectacle et que je le joue. Et c'est la première fois aussi que je m'apprête aussi à basculer dans l'écriture d'un long métrage et de le faire de manière constructive. C'est la première fois que je dois me former à le faire. Tu vois, faut pas oublier que c'est encore des premières fois pour moi. Même si Bref, c'était un grand long métrage de 3 heures. Ça fait que 3 heures au total? 2h30, ouais. Ah, c'est fou. Mais c'est l'équivalent. On a compté avec ma script. C'est Anne From, on a compté, ça fait 1800 plans. 1800 plans, ça veut dire c'est... Un long métrage, c'est entre 400 et 600 plans. Quand c'est une comédie, ça peut monter à 700 plans. C'est-à-dire qu'on a quasiment 3 longs métrages en 50 jours de tournage. On a fait ça en 1 an. En termes d'écriture, de tournage, de réalisation, on a déjà fait 3 longs métrages quasiment. Donc, c'était beaucoup déjà. Oui. Après, il faut se recharger, prendre des idées. Et là, les idées vraiment commencent à revenir. Enfin, elles étaient déjà là, mais elles commencent vraiment à me frustrer de ne pas les faire. Ouais. Donc, tu vois, là, j'ai envie de passer à l'action. Et oui, c'est un truc que je désire. Et j'espère être à la hauteur de ce désir que les gens ont parce que c'est un truc que je veux faire. Alors,
t'as fait du cinéma en tant qu'acteur, en tant que voix off aussi. T'as fait la voix de Baymax. J'ai cru entendre que t'adorais faire des voix off. Et d'ailleurs, t'en as fait une pour François Descraques. Ce serait une petite voix. Tellement bien, c'était à la nuit originale. Si vous l'avez pas vu, je vous mets le lien dans la description. et alors, plutôt que comment ça a commencé, qu'est-ce que t'en as tiré? Est-ce qu'il y a des idées reçues que t'avais? Est-ce que t'avais peut-être des envies, des espérances qui ont été défiées? Ou est-ce qu'au contraire, c'était exactement comme tu l'imaginais, c'était trop cool? Tu parles de Baymax, Disney? Alors de Disney, mais aussi de ce que tu as fait sur Lou. Ouais. Le cinéma, tu veux dire, en général? Non, mais je suis fan de cinéma. Mes premiers sketchs que je faisais en tant que comique, c'était j'aimerais trop être un acteur américain, tu vois, avoir des cheveux. Tu avais fait le festival de Cannes aussi. Ouais, ça ressort là dans les questions aussi. Les chroniques cinéma, J'ai toujours voulu faire du cinéma. Et quand on m'a sollicité en tant qu'acteur, j'étais méga touché. C'est une expérience incroyable, c'est une expérience de confiance totale que tu donnes au réalisateur, de dire vas-y mec, fais ce que tu veux, j'ai confiance en toi de toute façon. Et alors justement, est-ce que c'est pas trop dur de te confier à un réalisateur alors que tu sors d'une expérience où tu as tout fait tout seul, quoi, où tu étais le capitaine du navire? Ça c'est plus un déclic humain qu'un déclic professionnel. Moi j'ai toujours, je viens du théâtre, j'ai toujours été joué pour un auteur, j'ai toujours fait ça, l'esprit de troupe, je pense vraiment que je l'ai parce que j'étais avec des potes, on faisait des pièces et tout, c'était cool. Non, ça passe tout seul en fait. Non, c'est plus humainement, tu te dis, déjà en amont tu rencontres le réalisateur, tu vois ce qui se passe, et une fois que je dis oui, de toute façon moi je suis à 1000%. J'ai jamais fait un projet à tiède, dès que je fais un truc je le fais à 1000%. Je me dis pas ouais non... J'ai lu un mec qui m'a posé la question. Qui m'a posé une question. Il m'a dit est-ce qu'il y a déjà un projet que tu as touché qui ne s'est jamais changé en or? Oui, en or, je l'ai sous les yeux. Tu portes chance, c'est sûr. Je sais pas si je porte chance. Je sais pas si tout ce que je touche se transforme en or. Juste, c'est que quand je fais un truc, je fais pas beaucoup de choses, mais dès que je fais un projet, je le fais à 1000%. Même pour un featuring, même pour un gars. Ah bah ouais, regarde ce que t'as donné à la Je me rappelle, on avait fait un truc avec Jérôme Niel qui s'appelait le Groom Service. Et j'ai dit, je leur avais dit, ouais, moi je le fais. Non, c'était à Montreux. Ah, Montreux. J'ai dit, moi je le fais avec plaisir, mais venez, on l'écrit ensemble, on trouve des idées ensemble et on tourne et on va jusqu'au bout, jusqu'à temps que ce soit marrant. Et il faut que ce soit drôle. Et on prend le temps que ça prend, même s'il faut que je me lève à 9h du mat. Sachant que c'est horrible. Alors je dis parce que voilà, je précise. Quand t'es en tournée et que tu termines un gala à la nuit, parce qu'on faisait le gala bref, donc on avait. Alors c'est pas me lever à 9h du mat. Je corrige, pardon, parce que je vois bien que c'est insolent. Non, je laisse ce climat s'installer. J'ai trouvé que c'était insolent. Non, parce qu'on avait les répétitions du gala bref et tout, donc on avait 1000 trucs à répéter et tout. Et j'ai dit je me lèverai encore plus tôt. Et je suis en train de m'enfoncer parce que je vois bien que les gens disent putain, c'était à 9h du mat, pour lui c'est tôt, merde. En tout cas à l'époque c'était tôt. Et donc il y avait tout ça à bosser, quoi. Il y avait plein de trucs à bosser. J'ai dit non les gars, on prend le temps qu'il faut prendre. Et moi vraiment je veux que ce soit marrant, que ce soit pour pour Biff le Holly par exemple. Quand ils m'ont dit ouais on fait un truc, je fais ok les gars, moi je le fais, mais on va faire des réunions de prod, on va voir avec le réalisateur Julien Haussmann, on va bosser ensemble, on va tout bosser pour que ce soit je vais aller voir le label, on va essayer d'obtenir de l'argent pour pouvoir faire le clip qu'on veut. Faut pas être en dessous de ce texte. C'est pour Monsieur Tout le Monde, c'est ça? Pour Monsieur Tout le Monde, il faut être au-delà du texte. Comment ça s'est passé? Comment tu les as rencontrés, Big Flo et Oli d'ailleurs? Je les ai rencontrés dans les coulisses du Zénith d'Orelsan. Aurel les avait invités à faire un featuring et puis ils vont inviter un an après, ils m'ont contacté sur Facebook, ils m'ont dit voilà, on aimerait faire un clip avec toi. Je dis ok, cool. Et je te dis, c'est que dès que je fais un truc, je m'investis et j'essaie de convaincre tout le monde de ça. Et je pense que c'est pas une question de succès ou pas succès, c'est juste qu'au moins on est allé au bout du truc. Ouais, carrément. Et si ça marche pas, on se dit bon ça tant pis. On est allé au bout du délire. Au moins pas avoir de regrets, quoi. Voilà, j'ai défendu les trucs comme je voulais, j'ai appliqué ma vision comme on me l'a permis. Ouais. Et voilà. Moi, il y a un film en particulier qui m'a beaucoup touché à titre perso, mais je crois qu'il a pas beaucoup marché, c'est Lou. Le film Lou. Ah si, il a bien marché. Ah purée, mais 450 000 entrées, je crois. Ah mais autour de moi, j'ai l'impression de pas arrêter d'avoir vu le film. Oh là là, c'est pas. Ah bon? J'ai l'impression qu'il a eu. Enfin moi en tout cas, tous les c'est les échos de presse qui parfois sont pas forcément. Ah peut-être. Alors, je sais pas. Je vérifie d'ailleurs. Les chiffres, je les connais pas trop. Je t'avoue. Mais bon, au-delà de la réussite, pour moi, c'était vraiment un Scott Pilgrim à la française. Un film ultra générationnel. Donc déjà, je suis très fan des BD et j'en ai parlé justement avec Julien Niel à l'époque où j'avais toujours pas de matériel. Ouais. Et c'était. Comment est-ce que toi, t'es rentré dans cette expérience-là? Qu'est-ce que t'en as retiré?
en dehors d'un plan magnifique avec Adrien Méniel, qu'est-ce que t'en as retiré comme C'était mortel parce que c'était un film hyper bienveillant. Julien voulait faire son film, moi je suis très fier du film. Je voulais qu'il fasse son film, son director's cut, c'est ce qu'il a fait. C'est un mec qui a un univers très fort. J'aime arriver dans un univers très fort parce que c'est vraiment là où on fait des bons films, je pense. Et pour moi, le film est très bon. Il est très réussi et je comprends qu'on soit pas touché parce que c'est un film qui touche sur une corde spéciale. Mais pour moi, c'est un film qui est très réussi et qui fait du bien. Après qu'il n'ait pas fonctionné, c'est un facteur qui toi, forcément me dire je me dis bon bah voilà, mais je suis là pour aussi jouer une partition et je suis plutôt si c'est le cas, je suis un peu déçu pour les attentes que les producteurs en avaient parce que je me dis mince, c'est chiant pour eux, mais on était tous très contents du film. Ouais, mais le film était vraiment super. Est-ce que tu as une anecdote particulière, un souvenir vraiment particulier, une image qui te reste du film? Ouais. Je me sentais vraiment bien. Quand je sortais, Richard, je l'ai construit sur la gentillesse totalement. Je l'ai construit sur. Donc, Richard, pour situer, c'est le voisin qui emménage à côté de chez Lou et sa mère, et qui vont se rencontrer. Et à un moment donné, et je sais pas, ce gars-là était tellement. Julien m'a dit, c'est un mec, il est pur, il est extérieur au monde et tout, et je me suis vachement identifié à ça. J'ai pris cette part un peu de moi où je suis un peu, la plupart du temps, je suis chez WAM, tu sais, dans mes trucs. Un peu lunaire, en train de geeker, un peu lunaire, ouais. En train de geeker sur mes instruments, sur mes jouets, mes trucs, mes jeux. Tu fais toujours de la musique d'ailleurs? Ouais. Tu joues encore régulièrement? Ouais, toujours. Chez toi ou des fois tu fais des petits buffs ailleurs? Non, je suis pas le mec qui fait des buffs. Je suis incapable de faire. Les gars, on prend une guitare, on y va. J'aimerais être cette personne, mais je suis pas encore cette personne. J'aimerais un jour, mais pour l'instant, je suis pas. On peut peut-être faire un petit point sur ce que tu joues. Moi, j'ai violon. Ouais, violon alto. Alto, ouais. Qu'est-ce que tu touches d'autre? Alors, un peu de guitare et très peu de piano, mais j'essaye. Alors, c'est quoi tes références en la matière? En musique, il y en a 1000. Quand t'as fait de la musique classique, tu peux tout écouter. Je suis grand fan de Mozart, de Chopin, de Beethoven. C'est Shostakovich. Shostakovich plus Rachmaninov, pardon. Shostakovich, c'est plus le tube BNP Paribas, mais. C'est vrai. D'ailleurs, le mec, c'est devenu une pub de banque. La plupart des musiciens classiques deviennent soit pub de banque, soit pub pour bouffe de chien, soit sonnerie de téléphone. Ouais, c'est vrai. Vous verrez, putain, Shosta, t'as fait un putain de morceau. Tu verras, mon pote, les gens vont demander des crédits avec ce morceau. Mais en fait, la musique classique, c'est un genre qui, pour certains, est encore assez hermétique. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a. Tu trouves? En vrai, ouais. C'est-à-dire que dans la mise en scène, tu vois, parlons de l'opéra, c'est très spécifique, mais l'opéra aujourd'hui est quand même un genre qui est principalement trusté par des gens qui vivent ça comme un entre-soi. C'est-à-dire que les gens qui vont à l'opéra ont leur place. C'est une vraie comédie humaine quand tu vas à l'opéra. Ouais. T'as des petites vieilles qui y vont, qui s'installent, c'est vrai. Et qui, bon. Si t'es un jeune et que t'es un peu en jean basket, vont pas forcément te regarder du meilleur œil. C'est vrai, il y a un petit verrouillage en termes de. C'est normal, mais il y a un verrouillage financier, ça coûte très cher d'aller à l'opéra. De plus en plus, en fait, ça s'allège. J'ai l'impression que tu vois, à l'opéra Bastille ou à Garnier, t'as des tarifs qui sont de plus en plus avantageux. Ouais, il y a des places, mais c'est des places à 5 balles, c'est des places 5 balles, mais derrière des poteaux quand même. C'est pas. Ouais, après, tant que l'acoustique est bonne, des fois. Oui, après, je comprends, mais il y a une question d'éducation en fait. C'est une question de faire comprendre aux gens, parce que c'est magnifique d'aller voir un opéra, et j'encourage vraiment tous les gens à aller voir au moins une fois un opéra dans sa vie. Et alors, toi, justement, comment t'es rentré dedans? J'ai fait de la musique très jeune, depuis que j'ai 5 ans. Et donc j'ai une éducation, donc je sais que déjà quand je vais voir un opéra, je lis l'histoire avant. Parce que sinon tu vas rien comprendre, quoi. Parce que les gars, déjà même quand ils parlent français, c'est un français opéra. C'est pas un français genre ouais salut, ça va, c'est super. C'est plus tu vois, c'est très merci. C'était un petit interlude musical, voilà. Ce sont le mec qui a nouvelle sonnerie de portable. Le mec qui a switché les 4 minutes 30 pour Kairon, il arrive sur. Putain, maintenant il y a une baleine qui. Kairon était bizarre sur le tournage, effectivement. Non, il y a ce côté. Viens, on troll. Non, mais d'ailleurs, ce qu'il faut savoir pour Kairon, comme ça le mec qui tombe dessus, il se dit putain, je suis encore dessus, et il avance encore à chaque fois. Donc, ouais. Non, j'ai grandi avec ça, j'ai été éduqué par ça, et la musique classique, c'est la seule musique qui. Enfin, c'est pas la seule, mais c'est vraiment la musique principale qui peut. Parler à l'âme des gens. N'importe qui, sans référence, je parle pas des paroles, des chansons lyriques, mais je te parle plus de la. Tu mets un morceau de Mozart, tu mets des enfants, tu mets des personnes âgées, tu mets des quarantenaires, tu mets des trentenaires devant un orchestre, personne va bouger. Tu mets du John Williams, tu mets du Star Wars, j'embrasse Damien Maric et ses magnifiques concerts. Tu mets n'importe qui devant ça, les gens ils ont des frissons.
tu mets du Wagner, tu mets n'importe quoi, c'est des frissons qui arrivent. N'importe quel être humain, ça résonne dans l'âme, c'est un truc de ouf. Moi je suis tombé là-dedans depuis que je suis gamin, ma mère écoutait des cassettes et je lui ai dit j'aimerais faire de la musique, comme un gamin complètement naïf et je suis tombé là-dedans, donc mon oreille s'est éduquée là-dedans et du coup j'ai eu ma période, je comprends tout à fait le métal. Je comprends la rythmique du métal, même le grind, tout ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Slipknot, j'aime beaucoup, tu vois. Alors on vient de passer de la musique classique à Slipknot et au oui, métal. Parce que c'est de la musique en fait. La fonction du métal, c'est la fonction du lâcher prise, du total, ça exprime une rage, un truc que t'aimes, un mouvement total, la rythmique, les constructions, les sessions rythmiques, ce qu'on appelle les mises en place, les tagada ta complètement improbable et tout. D'ailleurs, les groupes nordistes ils sont tarés là-dessus. Ouais. Ils sont en avance de 1000 siècles. Il y a des trucs. Je crois que c'est à Gojira, les trucs comme ça aussi. On avait ça en France. C'est des groupes qui mettent des mises en place de ouf. Ça, c'est mortel à écouter. Dans un style un peu plus doux, il y a Metallica. Quand je dis plus doux par rapport à Gojira, au métal pur. À côté de ça, quand tu écoutes Prodigy, pour moi tu peux pas aimer la dubstep si t'aimes pas le métal. Le métal et la dubstep c'est la même chose. Ah ouais, parce que la dubstep pourtant le rythme a l'air un peu. Non, c'est un rythme très lent. Ouais. Et tous les gros groupes de métal ont des grosses cascades, il y a des doubles pédales, mais des fois ça fait. D'ailleurs c'est pas pour rien que Slipknot que Korn a fait produire par son dernier album par Skrillex, non ? Skrillex, ouais. Parce que c'est complètement lié en fait, ça vient de là et ça m'étonne pas qu'il y ait des groupes comme Linkin Park qui font des trucs avec Jay-Z parce que le rap et le métal aussi ont la même ça grandit, ce sont des arts qui grandissent dans les frustrations, dans l'ennui, dans l'envie de changer les choses et du coup c'est relié en fait, c'est juste que les micros et les arrangements, les chorus sont pas les mêmes. Mais ça vient de la même chose. Je suis un grand fan de rap. Et voilà, c'est des choses qui sont... tu peux tout écouter en fait. Quand tu fais de la musique classique, tu peux tout écouter. L'électro, tout ça, ce sont des arts qui se forgent dans l'envie de faire, dans l'ennui, dans la jeunesse. Tu vois, donc si tu as été jeune, tu comprends ça. Est-ce que justement cette éducation à la musique classique, ça fait que tu entends des trucs qui sont... que les profanes, nous, moi j'ai pas une éducation de musique classique phénoménale. Non. Alors j'arrive à reconnaître les 3 accords quand les gens en abusent, tu vois. Mais à part ça, j'ai pas une connaissance folle. Mais est-ce que toi, du coup, cette connaissance de la musique classique fait que tu arrives à mieux comprendre, en tout cas d'avoir un point d'entrée, t'arrives à rentrer dans les morceaux par la porte secondaire, quoi. Est-ce que quand t'écoutes une bonne interview, t'as l'impression d'avoir écouté une interview ? Oui, généralement, ouais. Tu dis pas, en fait il a fait ça, journaliste, tu vois pas les codes, tu as juste écouté un morceau. C'est la même chose pour moi quand c'est bon. J'écoute Queen, je suis incapable de reconnaître un seul accord dans Queen. C'est tellement bien mêlé que c'est du chef-d'œuvre. Comme quand tu manges un bon plat où tu discernes pas les ingrédients. Voilà, tu peux pas déceler. Tu peux comprendre 2-3 trucs, mais tu te dis j'aimerais bien le refaire chez moi. Mais sinon, tu peux pas déceler. Quand c'est bien fait, tu peux pas déceler les choses. Est-ce que c'est pareil en comédie ? Ouais, c'est pareil. Quand tu vas voir un spectacle, tu vas voir un comique, tu fais bonne. Puis tu te laisses aller, tu fais il m'a eu. Ouais. Voilà, je pense que c'est ça, comme un bon film, tu peux être un bon scénariste, dire en fait non, tu te fais avoir par le film, quoi. Parce que du coup, quand t'es comédien, t'as des influences, tu vois, t'as baigné dans des univers, t'as baigné dans des trucs comme ça. Tu vois, par exemple, on peut voir le lien de parenté entre Yacine et Eddie Izzard. On peut voir pas mal de liens comme ça entre des humoristes. Comment est-ce que tu assumes ces références sans tomber dans le pire truc qui existe, à savoir pomper des blagues ou faire une imitation d'eux ? Pomper une blague, c'est prendre les mots, c'est prendre une chorégraphie de mots, la reprendre et la mettre dans son spectacle et dire que c'est à toi. Ça, c'est pas un truc qui me fait kiffer parce que je prends pas de plaisir à ça. À dire il l'a dit, je vais le dire, j'ai du succès par rapport à la frustration et le travail de quelqu'un d'autre. Non, ça m'intéresse pas. Le style, de toute façon, c'est comme dans tout. Je pense qu'on est tous l'enfant de quelqu'un artistiquement. Moi, mes références, elles sont claires. Même pour Bref, elles sont claires, mes références. Mes références, elles sont dans Fight Club, elles sont dans Jean-Pierre Jeunet, elles sont dans Rémi Besançon, dans Clapiche, dans Roger Avary avec Les Lois d'Attraction. Ce sont des films que j'ai ingurgités et que j'ai digérés et que j'ai réexprimés ensuite à ma manière. On est forcément l'enfant d'eux, on n'invente rien. Le génie n'existe pas. C'est juste quelqu'un qui a vu quelque chose qui reproduit dans son filtre et à lui, en fait.
pareil pour la comédie. Bah, moi, je suis un grand fan de Louis C.K. Louis C.K. m'influence énormément dans mon écriture. C'est plus dans la direction en fait que je vois quand tu vois Yacine Bellous et Eddie Izzard, c'est dans la direction, c'est dans la filiation. Je pense que Eddie Izzard, lui, était un grand fan de Richard Pryor et il le dit parce que Richard Pryor, un des premiers gars, avait fait parler des animaux. Et Eddie Izzard est allé là-dedans. D'accord, je connais pas du tout Richard Pryor. Richard Pryor, faut aller voir, aller voir sur internet, c'est magnifique. C'est le mec le plus viscéral que j'ai vu en termes d'anecdotes. Je pense qu'on est tous l'enfant de quelqu'un. Tarantino, quand il fait ses trucs, il est l'enfant de toute la tout le cinéma des années 70. Voilà, et puis un peu les séries B, les westerns, les trucs comme ça, Midnight Movies, un peu. Voilà, tu vois, carrément. Il est l'enfant de ça. Je pense, Jean-Pierre Jeunet, et je crois un grand fan des films aussi des années 50. Donc tu vois, il y a toute cette génération. On n'est que l'enfant d'eux. Grave. Et justement, c'est peut-être là que vient le syndrome de l'imposteur, de se dire ouais, mais au final, est-ce que j'ai rien inventé ? Est-ce que j'ai rien inventé ? Voilà, est-ce que j'ai inventé quelque chose ? Moi, je suis juste, et c'est pour ça que j'encourage les gens à inspirez-vous de choses, trouvez des choses, et après trouvez votre ton. C'est ça qui est important, trouvez votre propre ton, c'est important. T'as été confronté à ça, le syndrome de l'imposteur. Je sais que dans ton spectacle, tu parles beaucoup du regard des autres. Ouais. Et est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a bloqué à un moment donné ? Est-ce que tu l'as... Non, mais je parle de moi et je me dis, bah merde, en fait, je pensais que vraiment ça intéressait pas les gens. De tous les thèmes dont j'ai parlé, je me dis, bah, ça se trouve, ça intéressera pas les gens. Et quand les gens aiment bien, je suis, bah, ah bon, et pourtant, c'est juste moi. Mais je pensais qu'il fallait être quelqu'un d'exceptionnel pour intéresser les gens. Pour dépasser le syndrome de l'imposteur, faut juste y aller, quoi. Ouais, faut le faire et accepter que, en fait, les gens se rendent pas compte, mais il y a des richesses dans toutes leurs anecdotes, dans tous leurs moments de vie, dans tout le moment de lose, dans leurs pires moments, dans leurs pires souvenirs aussi. Il y a peut-être des bons moments. J'ai une philosophie, c'est que je me dis bon bah c'est quand je touche le fond que je suis près du puits de pétrole. Donc je me dis que juste pour terminer, il y a deux questions, une très rapide. Vas-y, dans Les Dissociés, ça fait quoi d'être swappé dans le corps de Navo ? C'est Jean Euseb qui dit ça. Écoute, c'est très intéressant de retrouver des cheveux. Et d'être imberbe aussi en même temps. Ça n'a pas été marrant d'imiter, parce que vous jouez des caricatures de vous deux. Du coup... Ouais, c'est vrai. Bah, je le connais bien, le bougre. Ah oui. J'ai l'impression que Comment tu l'as rencontré déjà ? Navo ? Ouais. Dans une backroom à Lille. Non, je déconne, mec. Tu me regardes de manière sérieuse. J'ai fait écouter il écrivait pour Kairon, il faisait du stand-up avec Kairon, il écrivait pour lui, puis c'était un auteur qu'on voyait tout le temps dans les plateaux, donc à un moment donné, c'était obligé. Et il y a beaucoup de questions qui reviennent aussi sur Reims et sur la Champagne. Ouais. Alors du coup, c'est des questions qui sont très spécifiques. Mais... J'embrasse toute ma ville. Et alors justement, est-ce qu'il y a un endroit, si on va à Reims, un endroit qu'il faut absolument voir, que les touristes connaissent pas forcément ? Ou en Champagne ? En fait, la Champagne, ça fait partie de ma vie, donc je peux te dire que tous les endroits ont une anecdote particulière pour moi parce que c'est un truc qui me tient à cœur et que j'aime profondément. Aller visiter les caps de Champagne, manger des biscuits roses, aller voir la cathédrale. Moi, mon Reims, si on se croise à Reims, bah, je vous dirais, venez, on va à la Fnac. On va traîner à la Fnac, voir s'il y a des trucs qui sont cool, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a rien de nouveau. Venez, on s'attend devant le McDo, on s'attend devant le théâtre. Venez, on prend la ligne 5, le I, pour les gens qui connaissent les bus d'avant. Venez, on va au parc Léo-Lagrange, on va au skatepark du parc Léo-Lagrange. Sinon, venez, on va au terrain Stabile du Val de Murini. On va marcher, taper un foot. Ou sinon, venez, on va manger un kebab au Top Capi Kebab. Où on ira ensuite marcher place d'Erlon et puis on ira au Gin Pan puis après on ira au Conchon à Plumes parce que c'est fermé à 1h du matin puis après on se dira putain il y avait beaucoup de mecs bourrés, c'était relou ce soir. Ah ouais, c'est pas grave, bah viens, on enchaîne chez Julien Batteux des Brothers, on va discuter sur la terrasse à la place Royale, on va discuter jusqu'à 4h du mat et puis on va faire un Sonic Racing et puis après on va jouer, on va se rappeler les trucs, on va se faire des vannes, on va se mater un film. On va se mater Radio Stars ensemble, on va se mater The Game, après je rentrerai le dimanche matin, je vais passer le matin chez ma tante, chez ma cousine, on mangera un bon cello kebab, on mangera un roll sabzi à midi avec toute la famille, puis je ferai ma sieste jusqu'à 16h, puis il y aura le soleil qui va me bercer les tempes, et puis après je vais aller voir mon pote Vince qui habite avenue Jean Jaurès, faire un tour, boire un café avec lui, dire comment ça va. On va pas beaucoup parler, on reprendra la conversation qu'on a arrêtée 10 ans avant. Salut mec, ça va, tu vas bien? Ah ouais, cool. Ah tiens, regarde ces games de StarCraft, on fera 2 vidéos sur internet, et puis après je repartirai et j'irai voir mon pote God, quartier de l'Europe. On regardera, on aura la vue sur son balcon, la vue qui donne sur la rue du Danube, la rue qui avait sur mon école.
quand j'étais gamin, puis on se dira putain, tu te rappelles toutes les parties de Metal Gear Solid qu'on a fait, ou les parties de catch qu'on faisait ici, les parties d'ISS Pro ou de GoldenEye qu'on a fait, où il y avait toujours un pot avec des bonbons et on mangeait, viens on retourne, on prend le bus, on repart, et j'arriverais à la gare de Reims, cette même gare où je me disais putain, tous les jours je quittais mon père sur ce quai et je me disais putain, je vais à Paris, et je sentais bien qu'il voulait pas que j'y aille, mais j'y suis allé parce que j'y croyais, et à un moment donné je suis monté dans le train et j'avais les larmes aux yeux, et puis je suis arrivé à Paris dans une chambre vide sans faire pleurer les gens, mais j'étais là en train de me dire je vais construire mon futur. Et en étant chargé de tout mon passé que j'ai à Reims, tous ces sketchs que j'ai fait à Reims avec mes potes, en me disant c'est là que je suis, c'est là que je veux être, et c'est là que je veux rester, et c'est ça Reims pour moi, c'est toute cette batterie que ça m'a donné, toutes ces frustrations que ça m'a donné, ces envies que ça m'a donné, ces rencontres que j'ai faites qui ont fait qui je suis aujourd'hui et qui aujourd'hui j'entreprends d'être encore. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast. C'était cool, c'était vraiment un très très bon moment passé avec Ken Kojandi. Je suis certain qu'il y en aura d'autres. Si vous voulez le retrouver sur scène, allez voir, checker Pulsion. C'est son nouveau spectacle, il est vachement bien. Et je dis pas ça parce que c'est Ken Kojandi, mais vraiment c'est un excellent spectacle. Et voilà, je veux rien vous dire, mais vraiment vous allez avoir de très très bonnes surprises. Et je pense que vous allez majestueusement kiffer. Et puis évidemment, nous on se retrouve pour de nombreux autres Qui sont ces gens. Donc vous pouvez aller checker la page Facebook évidemment de l'original. Les replays de la nuit originale arrivent très vite. Ken Kojandi a été stellaire dans certaines tranches, notamment vers la fin de la nuit. Donc si vous écoutez ce podcast là maintenant tout de suite, les tranches de la nuit originale arrivent. Voilà. D'ici là, passez une excellente journée. Je vous kiffe énormément. Les premiers replays de la nuit originale arrivent dès demain si vous écoutez ce podcast à l'heure de sa sortie à peu près. Et je vous fais d'énormes bisous. Ciao.